des arguments qui sont un peu généralistes sur le fait que vous ne saviez pas le nombre de morts, vous ne saviez pas combien de femmes ont été exactement violées et tout ça. Est-ce que vous êtes étonné quand vous apprenez qu'en Guinée, finalement, au regard de notre histoire politique, qui est même récente, c'est-à-dire les événements de 2007, lorsqu'on vous dit qu'on est allé agresser des êtres humains, des Guinéens dans nos hôpitaux, est-ce que cela ne relève pas quelque part du modus operandi de nos forces de défense et de sécurité, qui est quelque part une espèce de culture de la violence étatique dans notre pays? Oui, vous avez raison. L'histoire politique de la Guinée a été souvent marquée par la violence des forces de défense et de sécurité. C'est la raison pour laquelle on leur donne des cours de droit humanitaire afin que, moi-même personnellement, quand j'étais représentant des Nations Unies dans tous les pays, en Somalie, en Centrafrique et en Afrique centrale, on a souvent donné des cours à toutes. D'ailleurs, on avait des conseillers de défense et de sécurité qui passaient dans plusieurs pays d'Afrique centrale afin de former les forces de défense et de sécurité quand il y a les manifestations, afin qu'on leur donne l'outil du respect des droits humanitaires. Et ça, c'est extrêmement important, afin que les forces de défense et de sécurité ne soient pas des éléments qui sont là pour tuer les citoyens de leur pays. Donc, on doit leur donner cette culture. Et ça, c'est extrêmement important. Je crois qu'on en a donné ici, mais il faut continuer à en donner. Je pense aussi que la lutte contre l'impunité, de toute façon, on y est là, va permettre également un certain changement social. Monsieur Fall, on vous a reproché ici, ou en tout cas on vous a donné moult explications sur la légitimité du rapport d'enquête de la Commission internationale, et on vous a dit que voilà, que ce n'est pas des crimes de guerre, ce n'est pas des crimes contre l'humanité qui font que nous sommes dans cette salle d'audience. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas quand même considérer que c'est des crimes fondamentaux qui ont été commis en Guinée et que c'est une atteinte, des crimes qui heurtent la conscience humaine qui ont été commis dans notre pays, ce qui explique que la communauté internationale, notamment le Conseil de sécurité et aussi la Cour pénale internationale, s'est intéressée à notre pays au regard des crimes commis, de la nature des crimes commis le 28 septembre. Je suis persuadé que si vous lisez le statut de Rome, si vous le lisez bien et quand vous verrez les crimes contre l'humanité, les contre des groupes humains, les viols et autres, si vous lisez ça bien, je crois que c'est la raison pour laquelle la recevabilité de la saisine de la Cour du Conseil de sécurité a été effectuée par la CPI. Et la CPI l'a accepté, il y a eu recevabilité, ça c'est depuis plus d'une dizaine d'années, selon la base de la qualification qui avait été donnée comme crime contre l'humanité. Et jusqu'ici, je suis là, à ce niveau, jusqu'à maintenant. Et je crois qu'il est important que l'on tienne compte de la nature des... Il ne s'agit pas seulement d'un assassinat, même si c'est assassinat, mais c'est beaucoup mieux que ça. C'est vraiment des crimes massifs contre tout un groupe humain et des viols massifs contre un groupe de femmes. Donc si vous lisez le statut de Rome, vous verrez que ça répond effectivement aux critères de crimes contre l'humanité. Et je crois que c'est à juste raison que la commission spéciale qui est venue ici d'enquête a défini les crimes-là de cette manière. Ok, au regard du fait que tout ça, c'est plutôt juridique, Monsieur Fall, moi je m'appuie sur le terme crimes fondamentaux parce qu'on parle du noyau dur des droits de l'homme. Lorsqu'il y a des atteintes à la vie, lorsqu'il y a des séquestrations, lorsqu'il y a de la torture, lorsqu'il y a des assassinats sous une forme, en tout cas sous des formes horribles. C'est pour cela qu'au-delà même de l'aspect qualification juridique, il y a quand même le fait que ces crimes-là heurtent la conscience et la sensibilité humaine. Monsieur Fall, quand aujourd'hui on vous dit que vous n'êtes pas sûr du nombre de disparus ou du nombre de morts, est-ce que cela ne s'explique pas par le fait qu'il a été mis un système le 28 septembre et les jours qui ont suivi pour continuer à systématiquement faire mal à la population guinéenne, ou en tout cas dans des endroits qui étaient soit des camps militaires, soit des hôpitaux, soit dans des quartiers qui étaient des fiefs de l'opposition à l'époque. Est-ce que le fait que l'effectivité de ces exactions-là
Est-ce que tout ceci n'a pas contribué quelque part à faire enfler la rumeur? Parce que vous-même, vous dites que c'est des rumeurs, c'est de la base de rumeurs que vous avez appris, qu'il y avait des fosses communes dans plusieurs quartiers ou dans un camp militaire. En tout cas, je ne me rappelle pas exactement de ce que vous avez dit, mais ces rumeurs-là s'expliquent par le fait que les exactions étaient réelles et les disparitions étaient réelles. Sur le nombre de morts, il a été rapporté à ce tribunal qu'il y a eu des manœuvres pour enlever des corps et les emporter. Et cette question reste pendante au niveau du tribunal. Si le tribunal conclut que des corps ont disparu, il est évident qu'on ne peut pas avoir le nombre exact de morts ce jour-là. Tous les corps qu'on a enlevés, qui n'ont pas été identifiés, font partie justement du nombre de morts qui ont disparu. Et ça, c'est extrêmement fondamental. Le tribunal est saisi de cette question. Il y a eu beaucoup de preuves qui ont été apportées en ce qui concerne cette manière de prendre des corps et de les cacher. Et ça, je crois que ça a été sérieusement discuté ici au cours de ce procès. D'accord. Je vous remercie, M. Fall. J'ai terminé avec mon questionnaire. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur, de m'avoir passé la parole. Monsieur Fall, de par votre présence dans cette salle, vous montrez aux victimes que vous êtes digne de confiance. Je vous en remercie, du fond du cœur. Ma première question est celle de savoir, vous avez déclaré à cette barre avoir été victime de coups et blessures volontaires de la part de M. Marcel Guilavogui et de ses hommes. Vous confirmez cette déclaration? Je le confirme et je l'ai expliqué largement encore ce matin. Est-ce que Marcel et ses hommes tiraient à bout portant sur les manifestants? Non, je n'ai pas vu Marcel et ses hommes tirer sur des manifestants. Ils se sont plutôt occupés pour la période où moi j'étais au stade. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait quand nous on nous a déposés à la gendarmerie. Je ne sais pas s'ils sont revenus au stade, je ne peux pas le confirmer. Mais la période où nous sommes restés avec eux, je ne les ai pas vus tirer sur la foule. D'accord. Marcel a affirmé à cette barre ne s'être jamais rendu au stade du 28 septembre. D'ailleurs, qu'il avait la langue coupée suite à un accident. Mais nous avons constaté à cette barre qu'il parlait sans gêne. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette déclaration? Je crois que nous l'avons suffisamment dit. On a vu Marcel à plusieurs étapes de cette journée. Et je ne suis pas le seul à le dire. Tous mes compagnons le disent. Jean-Marie, Sidia, Mokhtar, nous sommes tous d'accord que Marcel était là. C'est évident. Nous en sommes absolument certains. Merci, monsieur. Que Marcel était au stade. Je poursuis. Le colonel Moussa Tchiboro Kamara a déclaré 3 versions contradictoires à cette barre concernant la présence effective de Marcel au stade. La première, le fait qu'il a déclaré n'avoir jamais vu Marcel au stade. La seconde, j'ai vu une personne qui ressemblait à Marcel. La troisième version, Marcel était au stade. Selon vous, est-ce que le colonel Moussa Tchiboro Kamara ne cherche pas à protéger Marcel et ses hommes dans cette affaire? Je sais que lorsque Marcel était venu à la clinique Ambroise Paré, le colonel Tchiboro était bel et bien présent. Et lui-même a essayé de faire raisonner Marcel. Ça, je le confirme. Monsieur Fall, vous maintenez avoir été l'un des organisateurs de la manifestation du 28 septembre 2009? Absolument. Je le maintiens. D'accord. Et si le président, capitaine Moussa Dadis Kamara, n'avait pas nourri l'intention de se porter candidat à l'élection présidentielle, vous auriez pris l'initiative d'organiser cette manifestation? Non, pas du tout. Nous n'avions aucun intérêt à organiser une manifestation. Nous étions force vive. Nous attendions que les choses se mettent en place en Guinée pour organiser des élections pour un retour à l'ordre constitutionnel. C'est quand on a vu qu'on ne prenait pas ce chemin que nous avons organisé ce meeting. C'est la seule raison. D'accord. Vous avez déclaré que les militaires que vous avez vus au stade relevaient de la garde présidentielle. Vous maintenez cette déclaration aussi? Oui, ils portaient des bérets rouges et
La preuve est donnée qu'au moins 2 d'entre eux que nous avons identifiés étaient de la garde présidentielle. Est-ce que selon vous, ces militaires pouvaient aller au stade sans les instructions du capitaine Moussa Dadis Camara? C'est la question qui est renvoyée au niveau du tribunal. Il appartiendra au tribunal de déterminer la responsabilité sur cette question. Mais des gens de la garde présidentielle qui viennent au stade, cette question, elle est pendante. Je pense que le tribunal tranchera cette question. Je vous ai posé cette question parce que lors du passage de colonel Pivi à cette barre, il a déclaré sans ambages que les éléments de la garde présidentielle ne pouvaient se rendre au stade sans l'autorisation du président de la République, Moussa Dadis Camara. Vous savez, lorsque j'ai rappelé l'histoire du statut de Rome, nous avons longuement discuté de la responsabilité des chefs de guerre et des chefs d'État dans le commandement. La garde présidentielle, elle est rattachée à la personne du président, du chef de l'État. Et si la garde présidentielle se déplace pour aller commettre des actes, il y a lieu de soulever cette question de la responsabilité de commandement. Voilà mon analyse de cette question. D'accord. Le commandant Toumba a déclaré également à cette barre que le capitaine Moussa Dadis Camara a dit ceci. Toumba, le pouvoir est dans la rue. Il faut les mater, ils vont le regretter. Est-ce que cette expression ne résume-t-elle pas ce qui était arrivé ce jour-là au stade? Hier, dans mes interventions, j'ai peut-être utilisé ce mot que nous avons été matés à l'intérieur du stade, et nous l'avons été. Voilà. De la tribune au véhicule de Toumba, aviez-vous vu des cas de viol? Oui, on a vu des militaires vers le palais des sports qui déshabillaient des femmes, et on a vu une femme nue qu'ils tiraient et d'autres qui étaient en train de déshabiller. Nous avons vu ça. Ceux qui violaient étaient habillés comment? Pardon? Ceux qui violaient étaient habillés comment? C'était des militaires. Ils portaient des bérets rouges? Ah, oui, certains portaient des bérets rouges. Est-ce que vous avez été informé que certaines femmes avaient été enlevées au stade pour être envoyées dans les camps et quartiers où elles ont été réduites à l'esclavage sexuel? Au niveau de mon parti, nous n'avons pas enregistré de femmes qui sont allées dans ces camps, mais nous avons au niveau de mon parti plusieurs femmes qui ont été violées, auxquelles j'ai rendu visite, auxquelles j'ai porté assistance. Avez-vous été également informé que certaines de ces femmes étaient tombées en grossesse suite à ces cas de viol? Ça, on peut l'imaginer. Vous savez, les viols, c'est toujours une des conséquences des viols. Ça arrive, ça, souvent, très souvent. Est-ce que vous avez été également informé que certaines femmes avaient été infectées par le virus, par le VIH? Justement, ce sont les craintes des viols. Et généralement, on a vu dans plusieurs cas de viol dans beaucoup de pays, surtout ce genre de viol commis par des belligérants. Il y a toujours ce genre de choses qui arrivent, des infections de VIH-Sida et d'autres infections, des cas de grossesse. Ce sont des conséquences et c'est des circonstances aggravantes. D'accord. Monsieur le Président Lucini Fall, est-ce que ce n'était pas lors de la réunion tenue au camp Alpha Yaya Diallo, la nuit du 27 septembre 2009, que les instructions avaient été données pour mater les manifestants? Nous avons appris, moi personnellement j'ai appris, comme je l'ai dit au cours de ce procès, je l'ai appris dans les jours qui ont suivi le massacre du 28 septembre, qu'une réunion effectivement s'était tenue la nuit du 27 au 28 septembre au camp Alpha Yaya, et qu'il y a eu des préparations, des instructions qui avaient été données pour venir au stade et faire ce qui est arrivé. Est-ce que le président Moussa Dadis Camara n'a pas eu l'impression de perdre le pouvoir ce jour-là? Et l'unique solution qui s'offrait à lui était de venir Pourtant, à mon avis, son pouvoir n'était pas menacé. Nous voulions juste, on ne voulait pas marcher sur la présidence, on ne voulait pas marcher dans la rue, on voulait juste nous réunir au stade pour faire connaître à l'opinion nationale et l'opinion internationale que nous étions opposés à toute candidature des membres du CNDD ou du gouvernement conformément à
leurs engagements qu'ils ont pris librement en face de la classe politique guinéenne, du peuple de Guinée et de toutes les organisations internationales. C'est au moins ça, c'est évident. Je vais vous poser ma dernière question. Vous avez déclaré à cette barre avoir été sauvé par le commandant Aboubakar Sidiki Diakité Toumba. Je l'ai dit plusieurs fois, j'ai répondu à cette question plusieurs fois. Monsieur Paouri a aussi affirmé avoir été sauvé par le colonel Moussa Tchegoro Kamara à cette barre. Est-ce que ce n'était pas les tireurs à l'entrée du stade qui étaient devenus les sauveurs des leaders politiques que vous étiez? Bon, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai répondu pour notre part. Je ne connais pas les mobiles profonds, mais factuellement, c'est ce que nous avons rapporté, ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous sollicitez de ce tribunal? Je l'ai dit plusieurs fois, je voudrais qu'il y ait la justice. On ne peut pas avoir des crimes de masse comme ça dans un pays et que cela tombe dans l'oubli, qu'il y ait une omerta sur ce genre de crimes. Notre pays en a connu beaucoup dans le passé. Et comme je l'ai dit, c'est ce qui plombe les efforts de réconciliation nationale. Vérité, justice sont les deux mamelles pour la réconciliation. Je souhaiterais qu'il y ait la justice, que les victimes soient dédommagées, qu'elles reçoivent une juste compensation des souffrances qu'elles ont endurées. Et c'est ça notre vœu. Et c'est le souhait que j'émets devant ce tribunal. Je vous remercie de votre présence parmi nous. Je vous remercie. Merci beaucoup.